Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Michel Desjoyaux. Bonjour Pierre-Yves Lautroux. Merci de nous recevoir dans cette petite maison perdue dans la campagne de La Forêt-Fouesnant, qui est très accueillante. On vient de déjeuner. J'ai été invité à déjeuner par Michel Desjoyaux. Je suis désolé Pierre-Yves, il n'y avait pas les langoustines aujourd'hui parce que les pêcheurs ne sont pas allés en mer. Nous avons l'habitude de manger des langoustines à intervalles très irréguliers. La dernière fois c'était, en 2010 ou en 2011, il y a assez longtemps. Mais là, on a eu un petit phare tiède avec une pointe de rhum dedans. Voilà, mais bon, on n'en dira pas plus. On a dû le remettre à la cuisine pour pouvoir mener cette discussion tranquillement. Donc merci beaucoup de nous recevoir et de prendre le temps de revivre un petit peu la saga Desjoyaux en long avec les auditeurs d'Into the Wind. Je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que fait Michel Desjoyaux alors que on a 3 courses en même temps. On a une Transat Jacques Vabre avec 30 IMOCA, 27 classes 40, 3 multi 50. On a une mini Transat. On a la course, on a Brest Atlantique qui est partie hier. Et donc toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment, toi qui a tellement couru tous les océans? Écoute, j'ai mis la clé d'un logiciel de navigation bien connu sur mon ordi perso portable que je trimballe partout avec moi, au bureau, à la maison, en déplacement. Et je n'ai toujours pas eu le temps d'aller chercher un fichier météo, d'aller d'aller réceptionner les positions des petits bateaux. En plus, il y en a tellement à suivre que ça commencerait à être un peu compliqué. Et comme j'ai un petit peu de boulot en ce moment, je me concentre sur ce boulot-là et je regarde à mes heures perdues, c'est-à-dire pas très souvent. Alors c'est assez pratique d'ailleurs parce que je suis insomniaque en ce moment. Donc vers 5 heures du matin, t'as les positions qui tombent et tu regardes où sont nos navires en mer. C'est un peu la rubrique du télégramme de Brest il y a quelques temps. Et je suis ça de pas très loin, mais pas de très près non plus. Alors parce qu'on va expliquer, t'as les mains dans la colle en ce moment, comme on dit. Alors c'est pas moi qui mets les mains dans la colle. Il y a quoique de temps en temps je mets aussi les mains dans la colle. On est en train de construire le bateau le futur IMOCA de Nicolas Troussel, donc Corum l'Épargne, qui est en assemblage, en construction dans Méragité. On n'a pas fait tous les gros morceaux. La coque et le pont ont été faits chez CDK. On récupère le pont dans quelques jours. Une grosse partie des cloisons ont été faites et de structures intérieures ont été faites chez C3 Tech à La Rochelle. D'autres pièces sont en cours de fabrication et de finition chez Magma Composite, qui est au milieu des terres aussi. Et puis on va continuer d'assembler le Pulse pour une mise à l'eau, j'espère début 2020. On aurait voulu aller un petit peu plus vite, mais ça va toujours un peu moins vite que ce qu'on espère. Alors toi, ton rôle c'est quoi dans ces cas-là? T'es pas tout à fait un chantier ou t'as créé un chantier, t'es maître d'œuvre et t'as recruté une équipe spécialement? Alors on a la délégation de maîtrise d'ouvrage pour le compte du propriétaire et on gère la totalité du projet pour le compte du futur propriétaire. Jusque-là, les bateaux qu'on a fait à Méragité étaient quasiment dans ce schéma-là, sauf que c'est des cas pour la plupart d'entre eux construisaient le gros œuvre, et puis nous on faisait la supervision générale et puis l'intégration des systèmes en parallèle du champ de CDK qui construisait la plateforme. Là, le problème c'est que aujourd'hui en France, il y a plus que 2 chantiers Multiplast et CDK qui ont les capacités de faire des grandes pièces comme ça. Mais ils ont trop de boulot et ils ont plus trop de place non plus. Forcément, 2 trimarans de 30 mètres et compagnie et quelques IMOCA à droite à gauche, ça remplit bien les ateliers et les fours. Donc nous, on n'a pas de four. Par contre, on a un atelier qui est assez pratique avec des ponts roulants, avec tout ce qu'il faut pour assembler des pulses comme ça. Et donc nous on fait l'assemblage, on fait des kilomètres de couture. Je crois que au bout du compte, on sera à 2,5 km de stratification de cornière à la fin du bateau. D'accord. Voilà. Donc on reçoit une coque, on met des cloisons dedans, on les accroche, on va recevoir un pont et puis on met tous les systèmes de bateau à voile. C'est-à-dire qu'en plus de ce qu'on faisait jusque-là, là on fait l'assemblage de la plateforme. Et du coup, c'est quoi l'intérêt pour un projet de faire ça? On sait que Arcap après qui a été un peu construit comme ça, c'est-à-dire qu'une partie de la coque a été
été faite chez CDK. Et puis après, c'est les équipes de Vincent Riou qui ont fait l'assemblage, qui ont posé le pont. En fait, on gagne du temps, on gagne de l'argent. Non, on gagne ni du temps ni de l'argent parce que la quantité d'heures pour faire un bateau comme ça reste la même. C'est autour de 35 000 heures à peu près. Nous, on va en faire grosso modo un tiers. Et non, le seul truc, c'est que si on faisait pas cette partie-là de la construction du bateau, Corum l'Épargne n'était pas au départ du Vendée Globe, parce qu'il n'y avait pas de gros chantiers, ni Multiplast, ni CDK. Ouais, vous palliez en fait au manque de main d'œuvre au final. Au manque de main d'œuvre, de structure, d'espace, sans pour autant faire le gros œuvre, et là, d'une certaine façon on a un intérêt commun à faire ça, c'est que ça laisse quand même CDK en l'occurrence faire des pièces qui sont dans leur corps de métier en utilisant leurs installations qui coûtent cher, c'est-à-dire tous les fours, toutes les infrastructures, et nous en nous permettant de faire des choses que l'on sait faire, qu'on a déjà fait quand on a fait Z, par exemple. Le catamaran a été fait dans ce même schéma. On explique un Z, c'est le catamaran de 18 mètres fait avec donc c'est du réemploi fait avec les anciens flotteurs du trimaran Gitana 10, et puis des mâts, des winches, tout un tas de trucs de récup un peu à droite à gauche. Et qui sert au départ des courses. Qui sert à faire des sorties à la journée. On était hier au Glénan avec des clients, et on avait déjà fait l'assemblage de ce bateau-là, plus l'intégration comme on fait d'habitude, et toutes les grosses pièces, les cloisons, le caisson, le plancher, tout ça ont été faits chez CDK, et nous on a juste fait des kilomètres de couture. Après, je pense que j'imagine que pour Nico Troussel, il y a aussi il s'offre un petit peu à la patte des joyaux, parce que tu vas faire un peu plus que juste de la couture. Ça on l'aurait fait à partir du moment où on avait la maîtrise d'ouvrage du bateau. De toute façon, on y met notre patte aussi, mais là, on va un petit peu plus loin dans la mesure où on fait l'assemblage, parce que les autres chantiers n'avaient pas la disponibilité de le faire. Du coup, ça va être un bateau différent d'Arc-à-Varec ? C'est pas le même bateau. C'est le même architecte, c'est à peu près tout. Tu peux développer ? Non, parce que ce n'est pas le même bateau du tout. Du coup, le pont est différent, les foils sont différents. Le pont est différent, les foils sont différents, l'équilibre du bateau est différent. Il y a beaucoup de choses moi, je sais pas comment est fait Arc-à-Varec qu'à part ce que j'ai vu, puisque Juan ne nous a pas montré les plans et on n'a pas à les voir, et je veux pas les voir. Et on a fait le bateau en mettant beaucoup de Juan, un peu de Michdej, un peu de Nico Troussel aussi, et puis du jus de cerveau de tout ça. D'accord. Donc il y a que la boîte en fait. Non, même la boîte. Même la boîte a été changée. Non, même la boîte n'est pas la même. C'est le même moule de coque au départ. Je n'ai pas le droit de le dire. Pourtant, c'est un projet très transparent. On t'a vu faire un FaceTime en pleine conférence de presse pour nous montrer tout le bateau. C'est un plan Juan Cuyumjan. C'est tout ce que j'ai le droit de dire. Bon, très bien. On verra ça donc quand il sortira. Bon, Mich, tu connais le principe d'Into the Wind, ou si tu connais pas, on a vu des bateaux similaires sortir avec les mêmes plans sans que ce soit les mêmes plans, tout en étant les mêmes plans. C'est assez facile pour un architecte de contourner une propriété intellectuelle ou un dessin. Il suffit juste qu'il rajoute 1 centimètre à droite à gauche et c'est plus le même bateau. D'accord. Voilà. Bon, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc je disais donc, tu connais le principe d'Into the Wind, ou sinon je te le rappelle, on va faire un grand flashback vers le passé. Alors on a beaucoup de temps devant nous, ce qui est assez exceptionnel. Cool. Voilà, c'est important. Et on s'est dit tous les deux que si au moment où on trouvait ça un petit peu long, on ferait une pause et on fera 2 épisodes, mais on sait pas encore si on va être très long ou pas. On vient juste de commencer, Pierre-Yves. On vient juste de commencer. Non, mais je préviens les auditeurs qu'ils soient pas surpris si jamais on s'arrête en plein milieu. Donc du coup, nous voilà repartis, on va dire à la fin des années 60, au début des années 70. T'es né en 1965. C'est ça. Dans un endroit dont on ne le sait pas encore, mais qui est béni des dieux pour ce qui est de la pratique de la voile de compétition. On est pas mal servi. Et t'es le dernier d'une fratrie de 7 enfants. C'est ça. Avec 2 parents qui sont des gens assez incroyables. On peut dire ça comme ça. J'apprécie. Tu vas nous expliquer un petit peu, qui sont. Alors, juste tu précises, t'as écrit un livre formidable qui est L'enfant de la vallée des fous, à l'issue de ton premier Vendée Globe, avec plein de photos, qui a été coécrit avec Éric Coquerel
et Régine Bornas, et il y a plein de photos, plein d'histoires, et c'est vraiment un livre pour ceux qui veulent connaître la saga des Joyesques depuis le début. Il est vraiment, on comprend beaucoup de choses. Et donc du coup, ça commence dans ce qui est, il y a déjà Port-la-Forêt, il y a déjà les pontons. Non, c'est pas le port a pas en fait, mes parents sont installés à Port-la-Forêt dans les années 56. Mon frère aîné était déjà né, on a 11 ans d'écart. Et avec l'idée de créer là un truc qui n'existait quasiment pas. En fait, Port-la-Forêt est né de plein de pages blanches. C'est ça qui est vachement sympa. Mon père est arrivé en Bretagne Sud et plus particulièrement dans la baie de la Forêt grâce au Glénan, puisqu'il faisait partie du réseau de résistance dirigé par Philippe Vianney, qui a eu la bonne idée après la guerre de se dire je peux pas laisser mes jeunes dans la nature, il faut que je les occupe parce qu'ils ont certains plus de famille, ils ont jamais bossé, ils ont pas de formation, ils ont fracassé une bonne partie de leur début d'adulte et aujourd'hui on parlera de stress post-traumatique. Ouais, voilà. Non mais ça n'existait pas à l'époque. Mais ça n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, et donc il les a emmenés faire du ski à Val d'Isère. Et puis quand la neige a fondu, il fallait bien en faire quelque chose. Et il a eu l'idée de les amener faire de la voile au Glénan. Et mon père s'est retrouvé dans ce truc-là, moniteur de voile un peu par défaut. Et puis une fois que tout ce petit monde-là a retrouvé un peu ses esprits et a arrêté de vouloir faire boum boum, fallait quand même rentrer dans le dur. Mes deux parents sont issus plutôt de familles bourgeoises. Mon père de Saint-Étienne, d'où est originaire une autre saga des joyaux, mais sans le E. De EAUX, donc le fabricant de piscines. Et ma mère est fait d'une famille du Nord qui venait en vacances faire du dragon dans la baie de la Forêt. Alors ce qui est pas forcément très connu, c'est que on connaît une partie du destin de ton père est connu, mais ta mère naviguait déjà. Oui, ma mère naviguait naviguait peu et en solitaire. Et en solitaire sur un dragon, sur le dragon numéro 2, monsieur, s'il vous plaît, qui est toujours de ce monde, mais qui est en très mauvais état, qui est pas en capacité de navigation, que beaucoup de gens prennent pour un requin, puisque c'était je crois que les 2 ou 3 premiers avaient un roof, avaient une cabine, avaient une porte de descente, on appellerait ça, et un petit cockpit qui n'avait rien à voir avec le dragon que l'on connaît, avec un cockpit complètement ouvert et juste une espèce de petite casquette. Et effectivement, elle naviguait en solitaire ici, ce qui a certainement dû plaire à mon père. Et donc mon père, ça a commencé à bosser dans les bateaux à la pêche, à la construction des bateaux de pêche sur le site de là où est aujourd'hui JFA à Concarneau, à Loriec. Et puis il y a un moment, il s'est dit mais en fait il y a plein de bateaux à voile, il y a plein de bateaux en bois et il y a personne pour s'en occuper, il y a aucun espace qui leur est dédié. Les bateaux encore, ça continue encore, mais l'hiver partaient dans les fermes, dans les granges ou restaient traînés dans les vasières un peu à l'abandon. Donc il a eu l'idée de créer cette activité d'entretien et d'hivernage de bateaux de plaisance, et dans le chantier qui a été créé donc à Port-la-Forêt, avant que Port-la-Forêt soit construit. Moi je suis né en 65, le port a été ouvert en 72. Et moi j'ai vu toute une partie de mon enfance les camions défiler devant la maison avec dans un sens de la terre et dans l'autre sens des cailloux quand il a fallu faire les enrochements du port. Et ça a été notre terrain de jeu en parallèle du chantier, puisqu'en fait on avait tout sous la main. Et ton destin est tout tracé en fait. T'as une mère qui fait de la navigation en solitaire à une époque où peu de femmes naviguent, encore moins en solitaire. T'as un père qui crée un chantier. Et tu nais pour la forêt. Oui, et puis les deux étaient les pieds dans l'eau salée et dans les bateaux à voile. Alors là où le destin il est pas tracé, c'est que mes deux parents sont pas du tout compétiteurs, ni dans l'âme, ni dans la démarche. Bon voilà, ils aimaient bien ça, mais ma mère a le mal de mer, beaucoup plus que moi d'ailleurs. Merci maman. Et donc du coup on a quasiment pas navigué. Moi je crois même que j'ai jamais navigué avec ma mère. Par contre j'ai navigué un peu avec mon père quand j'étais petit.
Et puis on était dans les bateaux tout le temps. Et en fait, j'ai jamais été à l'école de voile. Il y en avait une juste à côté de la maison et ils nous emmerdaient plutôt parce qu'ils faisaient la fête tous les soirs. Et nous, on pouvait pas dormir parce qu'il y avait de la musique forte et tard dans la nuit. On a compris quelques temps plus tard quand on est devenu adolescent ou jeune adulte ce que c'était. Et en fait, nos premiers moniteurs, d'une certaine façon, c'était les clients des parents qui étaient très contents d'avoir des petits mousses pour les aider, pour les naviguer avec eux. Et c'est comme ça que moi j'ai fait l'essentiel de mes débuts. Et le chantier de ton père, physiquement, l'emplacement aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, il reste donc la maison de mes parents, qui est toujours habitée par ma mère. Ce que moi j'appelle ce que nous on appelle le premier hangar est tombé dans la tempête de 87. Et n'a pas été reconstruit. C'était un hangar en bois qui s'est plié comme un château de cartes. Le deuxième hangar a été raccourci parce qu'il y avait une partie qui était sur le domaine public maritime et qui abrite une partie des ateliers de construction des Diams, toute la saga des Diams, les Kata d'abord et puis maintenant le Diam 24 que tout le monde connaît, le petit trimaran du Tour de France. Et puis et le troisième hangar qui est juste qui est le plus proche de Mergité, qui aujourd'hui s'appelle CDK 3. Et CDK, alors tu peux l'écrire de plein de façons. C'est les 3 lettres et qui sont les initiales de chantier de Kerleuven, puisque la dune, en tout cas toute la zone autour de la pointe, là où est installée la maison de mes parents, s'appelle Kerleuven, K-E-R-L-E-V-E-N, mais ça se dit Vin, qui après a été supplanté par l'appellation Port-la-Forêt, qui est le port de Plaisance. Alors là, on parle d'une zone ça fait 500 mètres, hein. Ah c'est le tu es vraiment resté moi j'ai pas bougé. Pas bougé. En fait j'ai construit le bâtiment de Meragité sur un des derniers lots de terrain disponibles de mes parents. CDK existait déjà et CDK en fait a d'abord habité dans pour moi ce que j'appelle le 3e hangar et en 84 et puis après ils ont fait ce qui s'appelle aujourd'hui CDK1 et puis CDK2 puis l'autoclave et tout ça et en fait Meragité on est juste en bordure de ça et d'ailleurs on est en quasiment en mitoyenneté en partage de parking et de terre-plein avec CDK. Tout ça donc étant si vous allez à Port-la-Forêt vous verrez ça c'est vraiment le berceau historique est réduit à presque 500 ou 600 mètres carrés. Comment tu passes du petit dernier t'as beaucoup raconté ça que t'as gagné devant des globes donc du coup on a eu beaucoup de biographies de Michel Desjoyaux mais t'as beaucoup raconté que comme t'étais le petit dernier t'étais laissé en liberté, on s'occupait pas beaucoup de toi ce qui t'a obligé à être un peu démerdard. Mais comment tu passes Ça m'a pas obligé à être démerdard, mais ça m'a permis d'être démerdard. Comment on passe J'ai pas été obligé, au contraire, j'ai eu. Moi, je suis convaincu que j'ai eu beaucoup plus de liberté que le reste de la fratrie. Et plus ça avançait, plus on avait des libertés. Et grand bien, merci mes parents de m'avoir laissé tout ça. C'est sûr que, moi, je me souviens très bien. J'ai déjà raconté et je me souviens très bien de mon père disant à Hubert Desjoyaux, donc mon deuxième frère, donc le 3e de la fratrie, qui à l'époque naviguait beaucoup avec Jean Le Cam, ils étaient copains comme cochons, ils étaient partout ensemble, ils faisaient du 420, ils faisaient les 400 coups, il y avait Mervan et l'Armagnac et tout ça. Puis après les Alpes, le début des Figaro. Le début de la solitaire du Figaro en Alpes pour Jean et donc Hubert naviguait beaucoup, c'est beaucoup Jean qui naviguaient en solitaire et un jour je pense qu'Hubert a dû vouloir aller faire peut-être pas les 25 000 de Concarneau mais les 110 000 de Concarneau qui étaient en solitaire et je me souviens très bien on était à table et Hubert se pointe et mon père lui dit Hubert je t'interdis de faire de la navigation en solitaire, c'est trop dangereux. Et le coup près était tombé, il y avait pas de discussion, il y avait pas de discussion quoi, c'était c'est comme ça et pas autrement. Et puis il se trouve que en fait mon père pour les activités du chantier avait une tarentelle, donc un petit voilier de 8 mètres de long. Qu'il utilisait pour faire les manœuvres de port, pour faire le petit remorqueur portuaire qui était super pratique puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'élévateur à Port-la-Forêt. On sortait les bateaux sur des chariots un peu vraiment à l'ancienne pour le coup.
avec quelques déboires aussi, mais bon. Et donc ce petit voilier était utilisé pour les besoins du chantier. Et puis comme c'était un petit voilier, il y avait des voiles dessus, ça marchait plutôt pas trop mal. Et puis j'ai eu le droit de je sais plus si j'ai eu le droit de le faire ou si je l'ai pris et on me l'a pas refusé, tu vois. Et les taux c'est un peu relâché pour les petits derniers. Et moi j'ai pas eu d'interdiction et donc j'ai commencé et puis j'ai continué et puis voilà, j'ai fait ça. Mais 68 était passé par là. Ouais, peut-être aussi, ouais, je sais pas, ouais. Non, parce que quand Hubert s'est fait refuser l'obstacle, oui, c'était déjà après mai 68. Alors comment tu passes de justement donc ce petit dernier qui a plus de liberté à je commence la régate, je commence à m'intéresser à ça. Comment se fait la transition? La transition elle se fait assez naturellement. Moi je suis le dernier des 7, je suis celui qui a le moins de formation. Je parle même pas d'universitaire, mais voilà, j'ai quand même mon bac, j'ai qu'un bac D, mais je l'ai. Après avoir fait 2 5e, 2 premières, 2 terminales. Et avec 0 point d'avance, après le rattrapage, je pense qu'ils ont dit, ouais, si, c'est bon, qui se casse. 10 degrés, vous ne réussirez jamais. Ouais, c'est bon, quoi. Là, tu dégages, maintenant, on a plus besoin de toi sur les bancs de l'école. Ça m'allait très bien. Je pense que mon père aurait apprécié que je reprenne le chantier, puisque dans tous les autres frères et sœurs, il y avait aucun qui avait cette velléité-là. Hubert et Bertrand avaient déjà commencé à l'activité de CDK. Mon frère aîné était pas dans ce truc-là. Et mes 3 sœurs non plus étaient pas intéressées par ce truc-là. Et tout le monde aime bien faire des bateaux, mais c'était il y avait personne qui voulait reprendre le truc. Et donc j'ai commencé un IUT de mesure physique à Saint-Nazaire où j'ai appris plein de choses. Les cours d'anglais et de français et tout ça, je les séchais allègrement assez rapidement parce qu'il y avait quasiment que les choses intéressantes pour la voile qui pouvaient m'attirer. Le soir, quand je rentrais à ma piole d'étudiant chez l'habitante, je dessinais des bateaux et j'ai dessiné un mini et l'idée de la quille orientable est née à peu près à ce moment-là. Et puis je suis parti faire les decks avec mon école. On a cassé un mât. Après je suis parti faire les 1000 milles de Deauville avec Bilou et puis Jean-Luc Nélias sur l'ancêtre des Formule 40 qui était Caisse d'épargne, le petit Qatar. Mais là du coup tu pars directement faire du Formule 40, mais avant t'as fait des entraînements d'hiver en Concarneau. Alors oui, bien évidemment les entraînements de Concarneau où on a par rapport à ce que on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais la pression qu'il y a aujourd'hui sur les organisateurs d'épreuves et sur toutes les structures, y compris associatives, et beaucoup plus forte aujourd'hui, et juste aberrante. Nous, on allait faire des entraînements d'hiver. Il y avait 40, 45, 50 nœuds. On ouvrait la ligne. Et puis personne discutait. Quand on prenait des riz, on mettait le petit phoque, et puis on a failli couler un 5m50 J d'ailleurs en baie de la Forêt parce que forcément à 25 nœuds sous spi avec des murs de flotte de chaque côté parce que c'était pas raisonnable du tout, mais on l'avait fait quand même avec les petits spis avec les drailles en acier c'est plus pratique quand le spi se déchire, tu peux descendre le point de brise sans aller le chercher là-haut. Mais voilà, on naviguait vraiment dans la brise tout le temps, quoi. Il y avait pas de restrictions. Aujourd'hui, tu peux plus rien faire de tout ça, quoi. Donc, j'ai navigué avec les bateaux des clients de mes parents, notamment 100m50 GI, qui sont des petits 12m GI avec un petit Foc autovireur. J'ai d'ailleurs gagné comme ça ma première course en solitaire, puisque j'ai gagné les 25 000 en solitaire de Concarneau, devant un certain Bertrand de Broc, qui était une des figures du coin quand même, à l'époque. Alors, on raconte, pour ceux qui connaissent pas la géographie, au nord quand on remonte la route, quand on va vers le Ratsin, au nord de la baie de Concarneau, de la baie de la Forêt, pardon, il y a l'entrée de l'Audet où il y a les frangins Poupon, Bertrand de Broc, Marc Guillemot à l'époque. Alors les frangins Poupon sont même venus faire de la voile au Cap Cause, à l'école de voile. Mais dans cette Bretagne sud-là, voilà, il y a quand même un terreau. 20 km quoi, où il y a tous ces gens-là. Il y a du beau monde, oui. Et donc dans la baie de la Forêt, il y a un certain Roland Jourdain. Et donc donc il y a les entraînements d'hiver. On se retrouve à boire du vin chaud le samedi soir à la SNC avec un certain. C'est la Société Nautique de Concarneau. La Société Nautique de Concarneau, avec un spot incroyable qui est d'ailleurs toujours existant, juste à côté de la chapelle de la Croix, sur le front de mer de l'entrée du port. Et avec Jean-Jacques Guillou qui, avec sa moustache, supervise un petit peu les petits jeunes qui courent un peu dans tous les sens.
Et puis de fil en aiguille, je croise la route d'un certain Roland Jourdain qui était déjà surnommé Bilou. Et qui voulait faire un mini transat. Et moi, c'était un de mes vieux rêves. Et donc, il récupère un vieux Muscadet dans une vasière qu'un copain accepte de lui laisser. On le ramène au chantier chez mes parents. Et puis, on a passé un été à tout refaire dans le bateau, du bas de la quille jusqu'à la tête de mât. On a refait à peu près tout. Et puis après il y a tout qui s'est enchaîné derrière quoi. Là on est en 1983. Ouais, c'est pas mal. si j'ai bien préparé. D'ailleurs Bilou va pas aller très très loin. Bilou va pas aller très très loin, mais on avait fait un super bateau et le bateau était vraiment très rapide. Malheureusement, on avait certainement zappé une petite zone un peu malade et le bateau a coulé au large du Portugal. Heureusement, Bilou a été récupéré un peu in extremis alors que le bateau commençait vraiment à prendre vraiment l'eau et que Bilou commençait vraiment à fatiguer, à écoper. Et je crois qu'il est récupéré par des trafiquants de cigarettes, un truc comme ça. Il y a pas ouais. En plus, alors il est pas. Non, c'est pas lui qui a été récupéré. C'est José Goncalves. Ah, c'est José qui a été récupéré sur une autre mini plus tard. Non, quand il arrive sur le continent, il a ramené. Je crois qu'il a eu la présence d'esprit de ramener son acte de francisation. Et il se trouve que le nom du bateau, le nom officiel du bateau, est le même que celui d'un bateau de trafiquant qui est recherché. Ah, c'est ça. Voilà. Et donc, par ici, Monsieur Jourdain, venez voir ici, on a 2 mots à vous dire. Et donc, il a été un peu cuisiné avant de finir par être innocenté, bien évidemment. Mais oui, mais pourquoi vous m'en voulez? Je suis juste il pouvait pas trop comprendre. Et je me souviens être allé à Penzance et avoir eu, on était en 83. C'est là où il y avait le départ des premiers. Ouais, la mini, historiquement, partait de Penzance avant qu'elle soit récupérée par les Français. Et je me souviens très bien que dans le port, il y avait un bateau qui allait peut-être prendre le départ, qui, je crois, n'a pas pris le départ, qui a été reporté d'ailleurs, et du coup, j'ai pas pu assister, mais qui est parti en semaine. Parce qu'à l'époque, j'étais encore à l'école, j'essayais encore de faire mes études, n'est-ce pas? 83, oui, j'avais pas encore mon bac, je redoublais ma première. Et il y avait dans le port un bateau sans mât. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de bricoler sur le mât? Non, il n'y avait pas de mât. C'était un bateau qui était tracté par cerf-volant. Déjà. Et d'ailleurs, j'ai balancé les papiers, mais l'autre jour, j'ai retrouvé des trucs sur des modes de propulsion avec le vent, notamment les Suédois qui avaient des systèmes en 84, je crois, à peu près les mêmes années. Sur des patins à glace, ils ont une aile rigide autour d'eux. Je sais pas si tu as déjà vu ces trucs-là. Et donc aujourd'hui, on fait tout grand frais, des ailes rigides, des foils et tout ça. Moi, ça me fait bien marrer parce que c'est quand même des trucs qui datent depuis très longtemps, en fait. Donc voilà, donc la mini et puis l'année d'après avec le petit écureuil, il y a eu un Alf que pareil, on a continué de préparer avec Bilou et qui m'a permis d'embarquer grâce à Jean Le Cam sur Penduic 6 cette année-là sur le Figaro en 84. Penduic 6 c'était bateau accompagnateur et notamment embarquer les journalistes. Donc à l'époque on aurait peut-être pu se croiser, Pierre-Yves. Et il y avait un certain Gérard Joigny de Europe 1 et un certain Georges Pernou, n'est-ce pas, qui était là, qui avait lui déjà navigué avec Eric, et c'est ce qui m'a permis l'année d'après d'embarquer sur Côte d'Or et de partir faire la Whitbread avec Eric, sur lequel on s'est retrouvé avec une flopée de Français, puisque là pour le coup on a eu beaucoup de chance. Moi comme j'avais déjà navigué avec Eric l'année d'avant, je lui avais envoyé, quand il y a eu le projet Côte d'Or, je lui avais envoyé une petite lettre de motivation et bien sûr il n'avait pas répondu. Mais je me dis bon attends, je le tente quoi. Mais de toute façon c'est plié, ça se fera pas puisque c'est un bateau belge, ce sera un équipage belge, il y aura juste Eric comme skipper. Et puis il se trouve que je fais la course de l'Europe avec Crédit Agricole, avec Philippe Gentot. Et à l'escale de Zeebrugge, en Belgique donc, nous on part pour la
deuxième ou troisième étape, direction Torquay, et on est dans l'écluse, et il se trouve que dans l'écluse montante, il y a un grand bateau rouge, un grand monocoque rouge de 25 mètres, qui s'appelle Côte d'Or, qui revient du Fastnet. Et donc forcément, on est bien curieux, donc on a un petit peu de temps, le temps que les écluses se mettent en place et tout le bazar. Donc je descends de crédit, je monte sur le quai et puis je vais, comme tous les badauds, voir ce gros bateau par curiosité et sans aucune intention. Tu vois, on est là, on est parti pour on fait le tour de l'Europe et puis génial, super, on va aller voir. Tu vois. Et puis je suis au milieu de tous les badauds sur le quai à regarder, mais vraiment que par curiosité. Et puis coup de bol, Eric est sur le pont à ce moment-là. Et en fait, pendant la course du Fastnet, ils ont eu une tempête, ils ont pris 50 nœuds et bon, c'est un gros bazar. Hein. À l'époque, un monocoque de 40 mètres de long, il faisait de 25 mètres de long, il faisait 40 tonnes, 42 tonnes, je crois. Donc tous les efforts sont énormes. Les écoutes, c'est de l'acier. Le Spectra est pas encore arrivé. Les écoutes, c'est de l'acier. Ah les écoutes de Génois, les bras de spi, c'est de l'acier. C'est du cap d'acier de 10 mm. Donc quand tu surpattes sur un winch, ça fait un peu des dégâts. Quand t'as la voile qui bat, ça fait des étincelles sur la poupée de winch. Donc si tu sais pas faire, tu vas vite être très très dangereux, quoi. Et d'ailleurs, j'ai failli me faire arracher un doigt une fois, et il y a un certain François Carpente qui m'a attrapé par le dos et qui m'a reculé de 2 mètres. Parce que sinon j'allais me faire arracher les doigts par une écoute. Mais voilà, comme j'avais marqué des points avec Eric l'année d'avance sur Penwick 6, en montant faire un nœud de chaise le long d'une écoute de Richer, en ayant préparé mon nœud, parce que j'aime bien les nœuds de chaise. Et du coup, Eric, à un moment, coup de bol, lève le nez vers les badauds qui sont là sur le quai. Et puis coup de bol, il me voit au milieu des trucs, il me dit il me fait signe de descendre, quoi. Donc moi un peu poum, et je descends sur le pont et je m'attends à ce qu'il me dise vas-y, profite de la visite pour regarder, quoi. Et il me dit tout bas, parce qu'il parlait pas fort et il était pas exubérant, il me dit est-ce que ta proposition tient toujours? Donc là, t'as un quart de seconde, tu remoulines tout. Et il se trouve que pendant le Fastnet, ils ont eu super mauvais temps, et que dans l'ensemble de l'équipage qui était pressenti, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas opérationnels, et donc ils avaient déjà décidé avec Luc Emmans, le second belge, d'aller recruter un peu de Français. Et donc petite très bonne étoile ce jour-là. Et Eric donc me pose cette question-là, et il m'a dit est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai dit oui. Il me dit donc tu vois va voir le gars qui est là, c'est lui qui va s'occuper de toi. Terminé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé. Donc il m'a expédié dans les pattes de Luc Emmans, qui était le second, et qui était, je sais pas comment on appelle ça là, le maître d'équipage un peu d'une certaine façon, hein, mais sans que ce soit. Et en fait, tu débarques de Crédit Agricole. Alors non, pas à ce moment-là. Je pouvais pas non plus. On pouvait pas planter Janto à ce moment-là. Mais bon, voilà, on a la place, et il faut pas perdre de temps. Je comprends qu'il y a plus de demandes, donc j'arrive à faire rentrer Bilou et puis Vianney Ancelin, donc Vianney est peu connu, mais il est constructeur des Diam 24, entre autres, et créateur d'outils Océan, voilà. Bien connu pour les pare-battages, pour les sacs à outils, pour les pochettes de cockpit et tout ça. Même s'il a vendu depuis, mais voilà, c'est lui qui a fait tout ça. C'est un peu un voileux de l'ombre. Et donc on fait l'étape d'après du Tour de l'Europe qui arrive à Torquay. Et à Torquay, on prend la décision d'annoncer à Philippe qu'on débarquera à Lorient, parce que on a un autre truc qui nous tend les bras devant nous, et là on va pas pouvoir refuser, quoi. Et donc on va jusqu'à l'étape de Lorient. On gagne à Lorient, on est en tête au général et on rend les clés. Mais la Whitbread, quand on a 20 ans, la Whitbread, quand t'as 20 ans, en plus avec Eric, là, tu te poses même pas la question quand tu vas. Donc, certes, c'est pas cool de se casser en cours de route d'une épreuve en équipage. Mais là, je crois que la tentation était trop belle, et on n'a pas hésité longtemps.
Donc tu fais la Whitbread à 20 ans avec Bilou. Ben, c'est vraiment les années où vous êtes inséparables. Ah bah là on était tout le temps ensemble. C'est aussi les années. Alors aujourd'hui les plus jeunes d'entre nous ne s'en souviennent pas forcément. Il y a aussi une classe qui est très dynamique et qui se développe beaucoup et qui est vraiment un endroit où beaucoup de grands marins sont, qui sont les Formule 40. Où tu vas accumuler le circuit aussi plusieurs années avec un bateau, les Formule 40, donc le petit kata caisse d'épargne en a été un des précurseurs. Ça tombe à peu près au moment où la Solitaire du Figaro imagine qu'elle va pouvoir faire ce même type de course mais sur des multicoques pour que ce soit plus fun. Et puis donc naît la classe 40. Et puis très vite, les bateaux sont complètement typés régate et pas du tout offshore. Why not avec un précurseur en la matière qui est Jean Le Cam. Je crois que si aujourd'hui, il y a certainement des gens qui l'ont oublié, mais si aujourd'hui les trimarans naviguent sur un flotteur et ce depuis longtemps, bah c'est grâce à Jean et grâce à l'évolution qu'il a fait qu'il a fait faire aux multicoques et aux architectes. Puisqu'en fait Marc Van Peteghem et puis Vincent Loriot-Prévost lui dessinent son premier Formule 40 qui est un trimaran qui s'appelait Biscuit Cantreau. Biscuit Cantreau tout court d'ailleurs, même pas Biscuit Cantreau 1 à l'époque, et qui a encore à l'époque avait des petits flotteurs, et Jean a la conviction qu'il faut passer à l'étape d'après et mettre des gros flotteurs et monter dessus, et c'est ce qu'ils arrivent à faire avec le Cantreau 2. Nous pendant ce temps-là avec Bilou on récupère Cantreau le premier qu'on essaie d'upgrader un peu, mais bon on a toujours les petits flotteurs. Il y avait déjà des foils, il y avait déjà tout un tas de il y avait des foils. Ouais, il y avait déjà des foils. Qui étaient des foils droits à l'époque. Les foils courbes, c'est Marc Lombard qui a mené ça un peu plus tard. En Norma, oui. En Norma. Et puis, il y a eu toute la saga des Formule 40, qui a été une époque assez incroyable, parce qu'en fait, après, quand on a fait l'Orma, c'était qu'à peu près les mêmes bateaux, mais échelle 1,5. Avec à peu c'était très spectaculaire. Il y avait des photos incroyables et tout. C'était génial, ouais. La flotte était assez disparate, puisqu'il y avait trimaran et catamaran. Mais ce qui était génial, c'est que les bateaux étaient démontables et donc on les mettait dans des camions et on partait sur les routes d'Europe. On a fait des régates à Zeebrugge, on en a fait sur le lac de Garde, on en a fait en Suisse, on en a fait un peu partout. Et c'était alors justement avec Biscuit Cantreau le premier, quand on l'a récupéré avec Bilou, celui-là n'était pas encore démontable, donc on a été un peu privé de certaines épreuves. Mais comme Jean était pas tout le temps dispo, on a eu le droit d'aller naviguer sur Biscuit Cantreau. À l'époque, Jean Le Cam, c'est le c'est pas le patron de la baie, mais c'est l'aîné de l'aîné de votre génération qui bien sûr, et qui a de l'avance quoi. Il est un peu plus vieux, hein. Il a 60, un peu plus de 50 plus que moi, je crois à peu près. Donc oui, c'est un peu le grand frère, ouais. C'est le grand frère. Mais déjà hyper pointu techniquement, déjà très investi dans la conception des bateaux, dans la construction avec Hubert. Les deux étaient d'ailleurs au départ, avant de créer CDK, ils étaient chez Multiplast. Ils ont participé au démarrage de Multiplast. Hubert et Jean d'ailleurs ont participé à la construction de de Crédit Agricole, du kata de Gentot. Et puis il y a un moment ils ont voulu prendre leur envol, ils ont créé CDK. CDK, tu peux l'écrire d'ailleurs C''EST, plus loin DES, plus loin CAS. C'est ce qu'avait écrit Bilou, qui bossait à CDK au début aussi, dans une séance de peinture de l'atelier, et à un moment avec son pinceau blanc, il avait écrit ça sur le mur. Ça avait fait marrer tout le monde. Alors à la fin des années 80, tu vas basculer dans un autre monde qui va beaucoup te former, qui va former toute une génération et qui continue à former plusieurs générations. Tu vas rentrer dans c'est les années Figaro qui débutent. Et tu fais partie aussi de l'équipe, raconte-nous un peu ça, qui a créé le centre de Port-la-Forêt. Au début, Port-la-Forêt, entre guillemets, c'est juste un port moderne, tout très moderne. Et il y a un centre d'entraînement qui se crée en 90, et c'est le moment où toi tu rentres dans le Figaro. Raconte-nous un peu l'éclosion de cette époque-là, dont les fondamentaux sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. En fait, 30 ans après, Port-la-Forêt reste. Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'en 90 même, puisqu'en 90 il y avait les deux flottes, il y avait les Alf et les Figaro première version qui
qui se côtoyaient. Il n'y a pas eu match longtemps, mais la Solitaire du Figaro était sur des halftonners, donc des bateaux qui étaient a priori faits pour l'équipage, pour la jauge JOR, mais qui forcément, marché oblige, étaient beaucoup utilisés en solitaire pour la Solitaire du Figaro. Et du coup, les bateaux étaient très disparates puisque quelque part, d'une certaine façon, il fallait réussir à choper la bonne machine pour espérer faire un bon résultat. Mais la bonne machine n'était pas forcément le meilleur bateau en équipage, c'est-à-dire c'est pas forcément le bateau qui gagnait la Halfton Cup. Mais il fallait trouver le bon équilibre pour après mettre un peu plus de poids, un peu plus de trafiquer, pas trafiquer, mais adapter le bateau à un usage avec juste une personne dessus et pas 5 personnes au rappel. Donc il fallait choper le bon bateau, et puis une fois que tu avais le bon bateau, t'avais plus qu'à te préparer un petit peu, ça naviguait pas trop. À côté, ça s'entraînait pas beaucoup, mais c'était aussi dans l'époque. Voilà. Et puis même quand on avait des voiles neuves, on voulait pas les user, etc. Oui. C'était une autre vision de... Et à cette époque-là, le coureur au large, je vais caricaturer, je vais me faire défoncer, mais c'est un peu je force le trait volontairement, mais voilà, on s'intéressait plus à la troisième mi-temps qu'aux deux premières. Et puis il y a une génération qui est arrivée derrière, alors que pourtant dans l'olympisme, même sur des séries en solitaire, le laser et des séries comme ça, ou le fin à l'époque, les gens s'entraînaient déjà ensemble, même s'ils allaient se retrouver concurrents après. Et en fait, au moment où ça bascule avec les Figaro premiers du genre, donc les monotypes, on se retrouve à plusieurs ici. Moi, je venais de gagner la Skipper Elf, la sélection Skipper Elf l'année d'avant, donc j'avais un bateau. Au début, d'ailleurs, j'ai eu la McLaren Elf Aquitaine. Il y avait 2 bateaux du même type. Il y avait celui-là et, si je ne m'abuse, celui d'Alain Gauthier. Qui étaient 2 halftonners super pointus. C'était des protos qui valaient une fortune, c'était des trucs incroyables. Et puis François-Xavier Dehaye, qui était le responsable du sponsoring chez Elf Aquitaine, un jour me dit on va vendre le Half et tu vas avoir un Figaro. Je dis non, je veux pas, moi je veux rester avec ce truc là, c'est génial, il me dit non, on bascule sur l'autre. Et heureusement d'ailleurs, il avait eu raison de me forcer la main, parce que moi moi j'adore la techno, donc j'étais quand même vachement plus attiré par une McLaren titane carbone qu'un bateau de production, où on aurait eu tous le même et ça avait beaucoup moins d'intérêt pour moi. Il se trouve que la compétition était quand même beaucoup plus intéressante à ce moment-là avec ces monotypes, et que donc merci François-Xavier de m'avoir permis de faire ça et de m'avoir un peu forcé la main à ce moment-là. Et donc on se retrouve avec tous les mêmes bateaux. Et puis ici dans la baie, on est quelques-uns. Il y a Groupe LG qui permet à Bertrand de Broc et son cousin Marc Guillemot d'être sponsorisés. Port-la-Forêt se développe un peu et permet à Jean Le Cam d'avoir un sponsor avec un bateau qui s'appelle Port-la-Forêt. Fouenant, Baie de la Forêt, station voile, même, pour être précis. Et puis, qui y avait d'autres? Il y avait Bilou aussi qui était là. Et puis moi j'ai Skipper Elf. Et nous voilà comme des couillons avec chacun le même bateau. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On se regarde ou on y va? Et intervient un personnage clé dans le dispositif qui est Christian Lepape, qui à l'époque était un prof de gym, prof de sport à la jeunesse et sport de Quimper, et qui naviguait beaucoup, qui faisait les entraînements d'hiver avec tout le monde déjà ici à Concarneau, et qui a la bonne idée ou je me souviens plus comment, faudrait lui demander lui comment ça s'est passé. Mais passe à la jeunesse et sport, pose son blouson sur sa chaise et puis remonte dans sa voiture et avec sa remorque avec son Zodiac vient nous mouiller des parcours au début dans la baie devant Bénodet. Et puis voilà, le centre d'entraînement était lancé. Alors, ce qui était assez incroyable, c'est que nous, on voyait bien comment ça se passait, on faisait des entraînements, mais voilà. C'est réservé aux Finistériens au début. Et au début, c'était réservé aux Finistériens, voire même aux Finistériens du Sud. Faut quand même pas déconner.
Bah, il y en avait pas besoin. Au Cornouaillais. Ouais, au Cornouaillais. Les bigoudins étaient tolérés, mais on était un peu chez eux. On était dans l'Audet, donc il fallait quand même qu'on se tienne à carreau. Mais c'est sûr que c'était on démarrait et personne n'y connaissait rien. Et ça marche tout de suite? Vous avez des résultats tout de suite? Tout de suite, vous vous dites... C'est-à-dire, t'avais déjà Marc Guillemot, Bertrand de Broc, Jean Le Cam. Oui, c'était pas compliqué d'avoir des résultats. Ma pomme, je vais en oublier certainement parce que j'ai plus la mémoire de tous ces trucs-là, mais voilà, Jean, il était déjà dans les favoris du Figaro. Il avait déjà fait deuxième derrière Philippe Poupon. La méthode fonctionne. Vous êtes d'accord pour partager les. Mais on s'en rend même pas compte. C'est ça qui est génial et très fort. Et je pense que Christian a aussi été capable tout de suite de mettre du liant. Je pense que sa formation de prof de sport y a certainement contribué, et on s'est même pas posé la question quand on y a été tout de suite. Et puis je pense qu'on a très vite vu que il y avait une espèce d'entente tacite et de concours je trouve pas mes mots, mais de convergence d'intérêts complètement innée, même pas calculée, même pas structurée. Et on a commencé à naviguer comme ça. Et puis je pense que très vite on s'est rendu compte qu'on progressait beaucoup plus vite et que tout le monde montait en même temps. À la limite on s'en foutait de savoir qui allait sortir du panier. Et puis on a vu que ça payait. Il se trouve qu'en face, la même année en 90, la première année du Figaro, à La Rochelle, il se passe à peu près la même chose, mais sur une plus petite équipe, puisqu'il y a Laurent Cordel, Alvard Mabir et Dominique Vavre qui font à peu près la même chose à 3 à La Rochelle, mais par contre ils n'ont pas un Christian Lepape derrière eux. Et du coup cette année-là Laurent gagne, je crois que c'est Dominique Vavre qui fait 2, Alvard qui fait Alvard qui fait 3 et moi je fais 4. Ouais. Je crois que c'est à peu près Premier bisu, 4e. Premier bisu, 4e. C'est pas mal. Je vois que t'as bien lu tes fiches, toi. T'es au courant. T'es au courant de tout. T'as bien bossé. Et puis Jean, je crois que Jean fait 6e. Et puis voilà, c'est parti, quoi. Et ce qui était incroyable, c'était que nous, on savait ce qui se passait, mais comme on était en vase clos entre nous, et que d'entrée de jeu, il y a eu de la communication qui s'est faite, mais je dirais un peu à l'insu de notre plein gré. Vis-à-vis de l'extérieur, on était une énorme machine de guerre. Oui. Il se trouve qu'on avait des résultats, donc ça aidait. Mais nous, ça nous faisait marrer parce que les gens étaient persuadés, nos concurrents directs étaient persuadés qu'on avait des techniciens, qu'on avait des médecins, qu'on avait des météorologues, qu'on avait qu'on avait une écurie de Formule 1 derrière nous, quoi, alors qu'il y avait avec le semi-remorque garé. Alors qu'il y avait une table et encore c'était une planche posée sur 2 tréteaux avec le fax posé par terre parce que le bureau était trop petit et c'était le bureau de Christian et les installations en dur qu'il y avait à Port-la-Forêt, c'était rien, c'était un recoin derrière la capitainerie de Port-la-Forêt. Et toi, quand tu fais ce premier Figaro, tu comprends que la voile en solitaire, c'est ton truc? Bon, moi tant que tu me faisais faire de la voile, en fait moi j'ai commencé à faire du solitaire ici dans la baie de la Forêt avec le bateau du chantier de mes parents, parce que c'était plus simple de naviguer tout seul que de trouver quelqu'un avec qui naviguer. Donc j'ai fait un petit peu de Kidd, qui était un petit dériveur un peu plus petit qu'un 420. Ce que je veux dire, c'est puis il y a un moment t'as envie d'aller voir si la mer est ronde un peu plus loin, et puis tu vas sur un bateau un peu plus gros, puis tu arrives à te débrouiller, tu t'es à l'aise, tu te fais plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que à 25 ans, quand tu fais ce premier Figaro, est-ce que tu comprends que il y a un truc qui est en train de se mettre en place? On parle pas de figariste à l'époque. Ce terme-là est pas utilisé. La perception du niveau que ça va être. Je pense que encore évidente pour tout le monde. Ouais, mais à l'époque, t'es pas dans ce schéma-là. C'est ça. À l'époque, t'es pas dans le schéma du centre d'entraînement tel qu'il est aujourd'hui ou de la professionnalisation. D'où ma question, est-ce que tu pressens qu'il se passe un truc et que ça va être le creuset de... Non, ça se fait de façon naturelle. T'as envie de naviguer, t'as envie de progresser, t'as pas envie de te faire battre. D'ailleurs, moi, au début, j'étais pas du tout un compétiteur. Je faisais ça pour me faire plaisir. J'avais déjà fait un petit peu de solitaire. J'avais déjà fait
une skipper elf avant celle que je gagnais. J'avais déjà fait plusieurs fois les 110 000 de Concarneau sur plein de bateaux différents. J'avais déjà navigué, j'avais fait du large, j'avais eu la chance de faire le tour du monde sur des gros bateaux. J'avais déjà fait du multi. Je savais déjà qu'il fallait dormir avec les pieds vers l'avant quand tu fais du large sur des gros bateaux qui vont vite. Voilà, tous ces trucs-là, c'était déjà installé. Donc à un moment, t'as cet outil-là, tu gagnes la skipper elf, t'as le droit de rejouer une deuxième année parce que je pense que François Xavier aurait bien aimé que je gagne un jour la skipper elf, qu'il y ait un skipper elf qui gagne un jour la solitaire du Figaro plutôt. Et donc moi j'ai eu droit à une deuxième année en 91. Et puis en fait tu te poses pas de questions quoi. C'est-à-dire que voilà, t'as les moyens de faire ce que t'as envie de faire, t'y vas quoi. Et tu te rends vite compte, sans même t'en rendre compte peut-être d'ailleurs que naviguer avec les autres et s'entraîner avec les autres, ça rend pas idiot du tout quoi. Et du coup, ma question c'était aussi de savoir, est-ce que tu sens que dans la discipline particulière qu'est le solitaire, t'es quand même assez à l'aise, parce que ton premier Figaro tu fais 4e, ton deuxième Figaro tu fais 2e. Et ton 3e, tu gagnes. 4-2-1. Et moi, j'ai pas cette. Alors celui de 92 quand je gagne est un petit peu différent dans la mesure où jusque là, moi, j'étais j'aimais la régate, mais pas pour écraser l'autre. Et pas pour gagner. J'aimais bien essayer de bien faire les choses, c'est-à-dire faire une belle manœuvre, faire une belle leyline, tu vois, naviguer propre. J'aimais beaucoup manœuvrer. Quand j'ai fait des Tours de France à la voile ou même quand je naviguais avec Jimmy Parrain, quand on gagne la skipper elf, c'était lui le skipper du bateau sur la partie équipage. Moi, j'étais équipier d'avant et moi, j'adorais être équipier d'avant. Pour moi, ça a toujours été le plus beau poste sur un. Il y a des gens, ils veulent tout de suite arriver à la barre, à la tactique. Non, moi, équipier d'avant, je m'éclatais, tu vois. Faire des beaux empannages, des beaux envois de spi, tout rentrer nickel. Ça me faisait marrer. Le geste plus que le geste plus que et en 92, ça change. Et en 92, ça change. Et là, revient en lice un certain Christian Lepape, qui me fait comprendre. C'était à l'escale de Pornichet, à mi-Figaro, en 92. On arrive d'Irlande. J'ai complètement raté la remontée jusqu'au Fastnet avant de descendre en Bretagne Sud, à Pornichet. Et je crois que je sauve les meubles dans la baie d'Audierne et je finis 6e ou un truc comme ça. Faut savoir qu'en 90, moi, grâce à 90 ou 91, grâce à Elf Aquitaine, j'ai le premier GPS, peut-être même le premier GPS sur la flotte. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il fallait, tu faisais d'Agonio, le DK, fallait un peu faire gaffe. Et le GPS n'existait pas, la carto électronique ça n'existait pas. En tout cas, on l'avait pas sur ces bateaux-là. En 92, moi je suis un des 2 ou 3 bateaux de la flotte à avoir un fax météo à bord. Il y en avait un autre, c'était le dernier de la course. Et lui, en fait, il me dit il paraît que t'as un fax météo à bord. Est-ce que tu peux venir voir le mien parce qu'il marche plus. Et en fait, le papier était jamais sorti de la machine, donc il s'était enroulé autour du tambour. Ah ouais. Et il avait 2 cm de papier entouré autour du tambour de sortie de la machine et il comprenait pas, ça marchait pas. J'ai dit si, regarde, toutes les cartes elles sont là. Mais, et donc Christian, il fait quoi? Et Christian en fait me chope. Il me supportait déjà depuis 2 ans et demi, donc il savait déjà ce que j'étais capable de faire. Et il me chope et il me dit mais avec ce que tu sais faire là, vas-y quoi, pète-leur les dents quoi. Vas-y, arrête juste de te contenter de bien faire, mais vas-y, tu peux gagner quoi, t'as le droit de gagner, vas-y. Et moi, je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Et il se trouve que le lendemain de ce verre qu'on est allé boire ensemble, il y a la régate où je fais le meilleur rapport gain de course temps sur l'eau, puisqu'il y a une petite régate exhibition dans la baie de Pornichet. Et je sais plus, je crois qu'il y avait 30 000 francs à l'époque pour un parcours banane qui dure 2 heures quoi. Et où je mets je sais plus 2 ou 3 minutes au deuxième parce que j'étais tout était facile, je manœuvrais super bien et il y avait rien qui me résistait. Et puis voilà, il avait dû trouver les mots qu'il fallait pour que je gagne à Riron la 3e étape donc et puis je gagne le général. À Port-la-Forêt, avec 9 minutes d'avance sur un certain Jean Le Caille. Il y a une série de photos assez incroyables de cette époque. Et là, tu deviens, un compétiteur
Bah une machine à gagner en tout cas. Voilà, c'est ça. Ouais. Un tueur, j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est pour ça que j'ai dit. D'ailleurs, il y a une photo de moi sur Foncia dans une banque image en 2009. En 2008, c'est que Laurence Dacoury, qui était mon attaché de presse à l'époque, adore et que j'aime pas du tout parce que justement j'ai une gueule de gros méchant et je veux pas. Je me sens pas à l'aise dans ce. Tu te mets en mode champion, quoi. La victoire, la victoire, ça compte. Ouais. Ce qui n'empêche pas d'essayer de faire ça avec méthode et discernement et toujours avec plaisir. Mais oui, je change pas de méthode, mais je change de plateau sur le pédalier, clairement. Chose paradoxale, au milieu de ces années Figaro, et même dès le début, tu vas aller faire la Mini Transat. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont d'abord fait une solitaire et ensuite la Mini Transat, dans ce sens-là. Non. Ça court pas les rues. En 91. Ben oui, parce qu'en fait, qui était en fait ton vrai rêve de gosse, qui était mon rêve de gosse. D'ailleurs, je vais te ressortir tout à l'heure, je te le montrerai. Un plan de Van Pet, de Marc Van Petegem à l'époque, du Mini dont je rêvais, avant qu'il soit encore plus évolué d'ailleurs après. Il se trouve que l'histoire de ce Mini et donc de cette quille orientable, puisque c'est la principale évolution. Et il y a un boudeur orientable aussi. Il y a un boudeur orientable, il y a une baume qui est pas sur le mât, qui est un peu derrière. Bon, enfin, il y a pas mal de choses, mais c'est pas le bateau complètement abouti que j'avais à l'esprit. Je te montrerai les plans tout à l'heure, tu vois, ça va te faire marrer. Et en fait, moi, au début de ce concept-là, c'est pas une quille orientable. Mon idée, c'était de faire un bateau avec 2 quilles, un biquille. Alors, ça fait rigoler tout le monde parce qu'on n'a jamais vu un biquille qui marche. Mais n'empêche que, en faisant 2 quilles, une torpille creuse à chaque bout, et en faisant passer du mercure d'une quille à l'autre, eh ben, t'as déjà mis ton poids sur le côté. Et on était en 83. Alors, j'ai pas retrouvé, j'ai fouillé dans mes archives, mais je l'ai pas retrouvé. J'avais demandé à l'époque, quand j'avais navigué avec Tabarly en 84, de me faire pas un mot d'excuse, mais une lettre de soutien pour cette idée, et qu'il avait très gentiment fait. Mais n'empêche que, tu vois, on est en 84 et la conscience écolo est quand même beaucoup plus récente que ça. Et en 84, 85, ouais, je me suis rendu compte que je pouvais pas partir me balader en mer. On n'avait pas le GPS, on n'avait pas la carto, on n'avait pas les cartes marines étaient déjà très très précises, bien sûr, mais que je pouvais pas me barrer en mer avec 200 kilos de mercure dans la nature. C'était pas raisonnable, quoi. Donc j'avais potassé. Alors, en cas de talonnage, il y a moyen de faire des dégâts. Donc le plomb dans les canalisations d'eau, c'est le saturnisme et l'intoxication au mercure, c'est l'hydrargyrisme, puisqu'à l'époque, avant que ça s'appelle du mercure, ça s'appelait de l'argent blanc. Et c'est pas de l'argent liquide, mais presque. Et donc je me suis dit, comment je peux faire ce même principe de décaler le poids sur le côté, mais pas avec ce principe de biquille. Et donc au début, je me suis dit, je vais faire tourner une tranche de bateau, je mettrai le mât dessus et puis la coque tournera autour. Et puis je me suis rendu compte que c'était un peu contraignant parce que tu étais obligé d'avoir une coque en portion de cylindre, c'était pas très très performant. Et puis je suis arrivé à faire la quille orientable. Il se trouve que ça avait déjà été fait avant, mais si tu vas à l'INPI aujourd'hui, à l'Institut National de la Protection Industrielle, tu vas trouver des brevets sur à peu près tout ce qu'on te dit que c'est innovant. C'est rien d'innovant, il y a déjà plein de gens qui l'ont inventé avant. Sauf que très souvent, ça a été mal fait, mal mis en œuvre, mal utilisé, donc un mauvais démonstrateur. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était Pascal Conque et Jean-Marie Finot qui avaient fait un micro-cupper avec ça, avec des palans, et ils avaient considéré que ça marchait pas et que ça pourrait jamais marcher. Et donc, quand quand Isabelle Autissier a voulu faire un 60 pieds dans le prolongement donc avec Jean-Marie Finot, dans le prolongement de ce que moi j'avais fait avec mon Mini, avec lequel j'ai gagné la 2e étape de la Mini en 91. J'y reviendrai juste après. Jean-Marie lui dit non, je veux pas te faire ça, ça sert à rien, ça marchera pas. Comme quoi, on peut toujours changer d'avis. Et en fait, sur mon Mini, moi, quand je fais ma Mini en 91, c'est juste que j'ai envie je suis pas encore une machine à gagner, et j'ai juste envie d'essayer ça. Le geste, ouais. J'avais cette idée-là depuis longtemps, il fallait que je l'essaye, quoi.
Et donc je récupère un plan fourreau qui était très joli, qui avait été mené par Jacques Carès, la Mini d'avant, qui est au mouillage dans la Berre. Je le ramène à Port-la-Forêt, on le rachète. Et puis on refait tout dessus, le mât, la quille forcément bien sûr, le plan de pont, les safrans, on fait plein de bêtises dessus. Mais à l'époque, sur les Mini, t'avais droit à 200 litres de ballast. Mais personne n'avait pensé à la quille orientable encore. Donc moi, je me suis pointé à Douarnenez avec les 200 litres de ballast, plus la quille. J'avais pas eu le temps de mettre encore les dérives, j'avais pas pu faire le système de quille 3 axes qui est sur le plan. On avait fait un peu vite, j'étais allé faire la solitaire du Figaro, deuxième. Et on a fini le bateau, je crois le 15 septembre, ou le 10 septembre, quelques jours avant le départ. Un bon plan de ministre, quoi. Un bon plan de merde de ministre, ouais. C'est plus qu'à aujourd'hui. C'est plus possible, c'est plus qu'aujourd'hui. Mais... c'est un peu de ma faute aussi, pour le coup, peut-être. Avant d'aller au départ à Douarnenez, moi j'avais fait le tour de Belle-Île et puis j'étais monté à Douarnenez, c'est tout, hein. J'avais fait 2 sorties au large de Port-la-Forêt, puis c'est tout. Et d'ailleurs pendant la semaine à Douarnenez, on avait emmené 2 Figaro, celui de Port-la-Forêt et puis le mien, Skipper Elf. Et le Mini était à l'extérieur de ces 2 bateaux au ponton. Donc tous les autres ministres nous ont adorés parce qu'ils pouvaient pas venir voir mon bateau. Et nous, on bossait 24 heures sur 24. Il y avait Hervé Cargariou qui lui était devenu Skipper Elf cette année-là qui m'aidait. Il y avait mes 2 frères. Le bout dehors a été installé, je crois, la veille du départ. Et tout a été fait à l'arrache, mais c'était génial. Et on était vraiment dans la créativité parce que personne n'avait... peu de gens avaient fait ça. À la même époque, je pense que si tu retrouves le catalogue Arken, tu sais, pendant très longtemps, maintenant c'est un peu aseptisé le catalogue Arken d'Acastillage, mais t'avais dans les premières pages, t'avais un concept boat où t'avais une série qui était épluchée. C'était un dépliant touristique pour acheter du matos Arken, et en fait les frères Arken, il y en a un qui adore le Bourbon et ils avaient imaginé ce concept boat qui s'appelait Procyon, que tu peux trouver sur internet. Je crois que c'est Procyon avec un Y, et qui était un concept boat de bateau de croisière. Et le but du jeu de la quille, c'était pas pour aller plus vite, c'était pour que la table reste horizontale, pour que le whisky, pour que le bourbon ne se renverse pas, tu vois. Et il y avait plein de trucs intéressants sur ce bateau. Il y avait beaucoup d'hydraulique, il y avait un mât bipod qui pouvait basculer parce que dans Chesapeake Bay t'as des ponts partout, et donc pour pouvoir s'enfiler dans les rivières, il fallait des trucs comme ça. Et puis il avait une quille en espèce de Y, un peu une quille à la Australia 2. Mais c'est qui est contemporain, ce bateau-là est à peu près contemporain de mon Mini. D'accord. Alors tu fais une première étape qui va être. Alors je fais une première étape. Alors ça démarre. Va t'empêcher de gagner au général. Voilà, c'est ça. Pour résumer. Pour faire simple. En fait, comme j'avais pas beaucoup navigué, je paye direct la prépa à l'arrache. Je passe le bateau. C'était un avion de chasse. C'était une machine incroyable. Forcément, la quille orientable plus les 200 litres de ballast. Et encore à l'époque, j'avais 25 degrés. J'avais même pas. Je crois que j'avais 22 degrés donc de quille. Aujourd'hui, sur les Volvo ou les IMOCA, bon, maintenant c'est limité, mais c'est autour de 38-40. Quand tu casses les safrans, c'est ça, non? Ouais. Et je pars, je fais un départ de merde parce que j'avais mes palans d'écoute de Grand Val qui s'étaient accrochés dans les panneaux solaires. Bon, enfin bref, c'est un peu le Bronx. J'ai mon bout dehors, et en fait, je crois que la bouée de dégagement, déjà, je suis revenu, je suis quasiment en tête, ou en tout cas bord à bord avec Damien Grimont. Je sors mon spi et je descends avec mon bout dehors brassé carré, pouf, j'en panne, pof, pif, pouf, et hop, et je me retrouve en tête du truc. À l'époque, le bateau qui était un peu l'épouvantail, qui était un plan finaux, qui était Enaf de Loïc Blorken, me rattrape au près en sortant de la baie de Douarnenez, et puis tu passes la pointe du vent, il y a du nord-ouest, tu tires la barre, tu pars vent de travers. Et à 1h du matin, je voyais plus son feu de tête de mât. Je les avais déposés tout le monde. Et le bateau était super puissant et très rapide à cette allure-là. Sauf que malheureusement, un petit problème, je pète une ferrure de safran, qui étaient les safrans d'origine mais un peu bricolés, et trop bricolés pour le coup. Et donc là, j'ai pas de solution. Je vois pas comment je peux continuer avec ce truc. Il y en a un qui est cassé et l'autre il va pas tarder forcément. Il y a pas de miracle.
Et donc je fais demi-tour, je rentre à Port-Laf, j'arrive dans les Glénans. Alors on n'a toujours pas de GPS, parce que sur la Mini il n'y a pas eu de droit à ces trucs-là depuis jusqu'à beaucoup plus tard. Et on sort le bateau de l'eau, CDK avec mes deux frères bricole des safrans, mais là aussi un peu bricolé parce qu'on essaie de faire vite avec des ferrures en ferraille en inox soudés un peu à l'arrache. Et je repars, et 91 c'est l'année où il y a une tempête terrible dans le golfe de Gascogne qui a vu la disparition notamment de Marine Espéron et puis énormément de casse chez les bateaux. Et moi je recasse ce système-là à 60 000 dans le nord de la Corogne. Je décide de me détourner vers la Corogne. Et puis pendant qu'ils font des safrans, qu'ils refabriquent des safrans ici au chantier, moi je suis coincé en fait, puisqu'il y a la tempête qui passe sur toute la pointe d'Espagne, sur tout le golfe de Gascogne. Le bateau il y avait un ro-ro à l'époque, tu sais, entre Lorient et Riron, Lorient et la Corogne. Il doit mener une régulière de fret, quoi. Ouais, une régulière. Et il y avait Antoine Carmichael qui était dans le bateau avec les deux safrans sous le bras qui faisait le livreur. Antoine travaillait chez CDK à ce moment-là, encore. Et Antoine, c'est celui que vous le connaissez pas, mais c'est celui qui a fait les Pabouks. Et en fait, ils vont perdre 24 heures puisque le bateau va rester 24 heures à la cape dans le golfe de Gascogne, avant de rejoindre la terre ferme espagnole. Et puis de toute façon, une fois qu'on installe les safrans à bord, il y a 50 nœuds de vent. Moi, la course elle est pliée, c'est pas la peine que je prenne des risques. Et allez, c'est dommage parce qu'à cette époque-là, la Mini était déjà sur les 2 étapes, alors que les premières c'était que la première partie était une course, un ralliement. Et il y avait que la traversée qui comptait. Et donc je repars de la Corogne. Les premiers, dont Damien Grémont, sont déjà arrivés aux Canaries. Et donc voilà, l'objectif c'est d'emmener le bateau aux Canaries et puis on oublie le classement. D'ailleurs je sais plus combien. Il y a quelques bateaux qui arrivent encore après moi, mais j'arrive avec une semaine de retard forcément. Alors tu vas te venger sur la deuxième étape. Et puis la deuxième étape, je vais un peu me venger. Il se trouve que cette étape-là, c'est pas que de l'Alizé, puisqu'on a une semaine de pétole, une semaine de prêt assez fort et une semaine de portant. Et donc moi, à l'époque, c'était Eric Savanros, donc météo consulte, qui me servait de conseiller météo, puisque c'était l'héritage d'Elf, puisque c'était eux qui s'occupaient de Jean Morel aussi. Et donc ils m'ont conseillé la route nord, ce que j'ai fait, ça tombait bien parce qu'en plus mon bateau était assez rapide sur ces allures-là, il était pas forcément très performant au portant dans les alizés, mais au reaching plutôt très bien. Je me rate la première nuit dans la pétole des vents des îles, et du coup après, pendant quasiment une semaine, je rattrape du monde, je vois des bateaux. Et pour finir par semer un certain Dominique Bourgeois, qui avait lui pour le coup un bateau tout neuf qui était sur plan VPLP mais qui n'avait pas la quille orientable, alors qu'ils auraient pu utiliser l'idée. Et puis là je sais que je suis en tête de mon paquet, mais il y a un petit malin qui est sur une option sud, qui est Damien Grémont, qui continue de caracoler. On se parle au milieu de l'Atlantique, mais complètement par hasard à la VHF, alors qu'on est tu sais, de temps en temps t'as des coups de longue distance de portée, tu te dis mais c'est quoi l'histoire? Moi, j'avais entendu Yves Le Blévec sur ma Mini à 150 000. Voilà, c'était, je sais pas. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je l'entends? J'avais demandé confirmation au bateau accompagnateur. T'as des coups de propagation de temps en temps. Très impressionnant. Et ce jour-là, j'ai fait un de mes rares points astro de ma vie, puisque j'ai fait une droite de hauteur avec le SPI comme filtre parce que je voyais le rond du soleil dans le SPI et j'allais pas affaler le SPI pour faire mon point. C'est pas possible, quoi. Donc je me suis servi j'ai pas eu besoin de mettre les fils sur le sextant, parce qu'à l'époque on faisait ça au sextant, C'était marrant d'ailleurs, mais c'était. Donc du coup tu vas. Et donc je gagne la deuxième étape devant un certain Patrice Carpentier, qui lui était parti sur un plan bretéché de série très étroit, très étroit, très étonnant. Et
et ouais, c'était une belle aventure. Et alors je crois qu'à l'arrivée, tu dis quelque chose du style plus jamais ça ou Ah non, c'est pas à l'arrivée, parce qu'à l'arrivée j'étais déjà amnésique à cet âge-là. En gros, tu dis que les longues distances en solitaire, c'est mais pas trop ton en truc, fait, quoi. il se trouve que pendant je crois que je mets 3 semaines, je mets 21 jours pour traverser. Donc la première semaine, on est dans le petit temps. La deuxième semaine dans la brise, plutôt près, où je me souviens même d'ailleurs une nuit d'avoir vidé mes ballasts parce que je sentais que le bateau souffrait tellement il était raide à la toile. Je voyais les cadènes les boulons qui commençaient à monter dans les strates de cloison, des cadènes de haubans. Tu vois, t'es dit oh là là, on va diminuer un peu la puissance. Et puis forcément tu te retrouves je me souviens d'une nuit au milieu des orages, j'avais coupé ma chaîne en deux, accroché au banc pour faire des pendus, des traînards pour mettre le gréement à la masse pour pas me faire avec des feux follets dans le fond de coque t'es assis dans ton bateau et puis tu vois des éclairs dans le fond du bateau, tu dis oh c'est quoi l'histoire. Donc voilà, puis tu te montes un peu le bourrichon, t'es tout seul, tu peux plus parler à personne. Moi j'avais déjà fait 2 saisons de Figaro complètes où t'as tout le temps du monde, t'es à la VHF, t'as des classements, tu sais où. Et là moi j'étais au milieu de l'Atlantique et j'avais plus personne à qui parler, je savais pas où étaient les autres. Je savais qu'il y en avait beaucoup très certainement qui étaient derrière moi, mais et j'ai commencé à gamberger et j'avais un cahier d'écolier dans lequel que j'utilisais comme livre de bord et pour faire mes calculs de Navastro. Et j'ai dû écrire un truc du style non mais je suis pas fait du tout pour ces grandes courses au large en solitaire, c'est pas fait pour moi. Visionnaire. Visionnaire, très visionnaire. Alors c'est juste une incursion parce que tu reviens au circuit Figaro juste après. Ouais, donc en 92 et tout en continuant d'ailleurs de faire aussi du multi sur un peu tout. Le Formule 40 c'est fini, mais j'ai fait les débuts de l'Orma en fait, les prémices de l'Orma. Alors t'as pas de bateau à toi, il va y avoir 2-3 petits trucs entre temps, mais moi sur ma fiche il y a une deuxième victoire en Figaro en 98, 6 ans plus tard. Ouais. Donc ça c'est vraiment les années Figaro où le fond de jeu se bâtit, on va dire. Alors en fait après 92, donc je gagne le Figaro, je gagne la première Transat AG2R avec un certain Jacques Carès. Voilà. D'ailleurs à cette arrivée-là, on était à Saint-Barth et comme on était à couteau tiré avec Fred Leclerc et Luc Blanquen depuis les Antilles, depuis la Guadeloupe, et on avait sorti nos poubelles à l'extérieur parce qu'à l'intérieur du bateau, au bout de 20 jours sous le soleil, ça oinfle un peu. Donc on avait sorti nos poubelles accrochées à côté du radeau de sauvetage derrière, vers les Bastacs. Et on était tellement à fond sur la dernière ligne droite pour arriver à Saint-Barth qu'on est arrivé à Saint-Barth avec nos sacs poubelles dehors. On était en 92 et il y a des gens qui nous ont dit mais vous faites quoi là, c'est quoi ça? C'est nos poubelles. Ah bon? Mais vous gardez vos poubelles? Ouais, on garde nos poubelles. Et en fait, ça choquait plus de monde que... Je raconte cette anecdote presque à chaque fois, mais en 89, quand sur la Mazou passe le Horn, sur le premier Vendée Globe, il jette sa grand voile du sud. Sa grand voile, il jette plein de pilotes automatiques parce qu'il va avec 10 un peu plus tard au large du Brésil. Voilà, la perception de l'époque est quand même totalement différente. Ouais, quoi. Clairement. Et donc, où est-ce qu'on en était? AG2R, et après je pars sur la Poste. Voilà, c'est ça. Où je me retrouve responsable du bateau, ne l'ayant pas construit, grosse machine, un ketch, 25 mètres de long, gros budget, gros équipage, grosse équipe, beaucoup de complications humaines. Parce que Tabarly est rappelé. Oui, mais moi je suis déjà parti. T'as déjà parti, d'accord. Et en fait, peut-être qu'on explique un petit peu. Donc, donc le projet est la deuxième étape d'un projet de postier à l'origine, puisque c'est Daniel Mallet qui était, si je crois me souvenir, il devait s'occuper de l'association de voile de la Poste de Nantes. Et ils avaient surtout déjà fait une Whitbread avec que des postiers là pour le coup. Sur un First 51, sur un petit bateau qui s'appelait le Petit Pousset. C'est quand même quelque chose. Qui était assez incroyable. Et ils ont eu d'ailleurs, à cette époque-là, une arrivée triomphale en Nouvelle-Zélande, qui était du même niveau de densité de foule que pour les vainqueurs qui étaient les Néo-Zélandais chez eux, quoi. Donc un engouement populaire énorme. Et puis, donc ce qui lui permet dans la foulée de remettre le couvert.
sur un projet beaucoup plus ambitieux, avec un bateau spécialement construit qui était un sister ship du bateau de Pierre Fellman, qui était une des figures de la Whitbread à l'époque. Et moi je me retrouve sur ce bateau-là, et donc avec un skipper qui a peut-être pas le niveau de ces bateaux-là, mais qui a eu le mérite de monter son projet et d'arriver à enclencher son institution derrière lui. Et puis on bosse beaucoup sur le bateau et on navigue, on fait la course de l'Europe, on va dire c'est mi-figue mi-raisin, il y a des belles choses, mais voilà. Et puis nous voilà partis pour la première étape de la Whitbread, pendant laquelle quasiment c'est pas compliqué, toutes les nuits on avait une emmerde. Donc la première nuit, ça a été le génois lourd qui explose et qui se retrouve tendu entre le point de drisse et le point d'écoute, tout l'avant à dégager. Je crois que la deuxième ou troisième nuit, on plie l'artimon. Heureusement, il tombe pas, il s'écroule pas. Et donc on continue un peu qu'à un cas, on brêle un des deux tangons contre le tube pour pas qu'il s'écroule. Et à la fin de la première étape, je sors par la petite porte. Voilà. Parce que je vois pas comment on peut s'en sortir de ce truc-là, et ça va être compliqué humainement, techniquement c'est pas, oui, ok, c'est un beau bateau, mais je trouve pas ma place, quoi. Ce qui sera d'ailleurs pendant très longtemps un de mes grands, pas regrets, mais de grandes questionnements, comment j'aurais pu faire en sorte de sauver le truc, parce qu'en fait quand je rentre en France, je suis convoqué directement chez le grand patron de la Poste, et alors que je viens de dire que je débarquais, il m'a dit: est-ce que vous voulez pas retourner skipper du bateau? Non. C'est gentil de penser à moi, mais bon non, courage. Je vois pas comment. Et donc c'est là qu'il s'appelle Tabarly? Non. C'est après? L'étape d'après, il y a un incident un peu compliqué où il y a un bateau italien, comment il s'appelait, qui était vert. Il y avait Hervé Jean à bord. Brookfield peut-être, c'est ça? Ça dit quelque chose? Qui, dans les mers du Sud, dans une tempête, arrache son safran et est en train de couler. Et la Poste, qui est le bateau le plus près, est déroutée par la direction de course pour aller lui porter secours. Et alors que le vent souffle encore très fort et que la situation n'est pas du tout confortable pour le bateau endommagé, il décide de faire route sur Fremantle parce qu'il faut rentrer à la maison. D'accord. Et donc forcément, après ça, il y a ce que la direction de la Poste a appelé une mutinerie à l'époque. Qui était juste, non, on peut pas être d'accord avec ce genre de comportement. On est des marins, et certes on est en compétition, mais on doit être solidaire, parce qu'il y a pas grand monde, surtout dans les mers du Sud. Hein, c'est pas un petit accident en Manche ou au large de la pointe de Bretagne. T'es un peu loin. Tu es loin de tout, et il y a quasiment que les bateaux qui sont là en course qui peuvent venir te chercher, quoi. Et donc il y a une rébellion que la direction de la Poste a appelée une mutinerie, mais qui n'était pas une mutinerie, qui était juste de dire non, on peut pas faire ça, c'est pas un comportement digne d'un marin, et donc on n'est pas d'accord. Et donc là, ça a été assez chaud. Moi, j'étais plus dans le jeu, ce qui m'a pas empêché d'essayer de continuer de les aider à distance. Un monsieur qui m'a laissé accès à ses téléphones pour pouvoir appeler les gars en Australie, pour essayer de les conseiller, voir comment machin. Et c'est après ça qu'ils ont, on va dire, dégradé le skipper. Qu'ils ont relégué le skipper en deuxième position, mais plus un rôle honorifique et de médias vis-à-vis notamment de la Poste, des institutions et des collaborateurs, puisque c'était quand même un projet très de communication interne quand même. Et puis ils sont allés chercher Tabarly, et puis forcément dans l'eau il y a eu un peu de pots cassés. Il y en a quelques-uns qui sont partis, il y en a d'autres qui ont été remerciés parce ils l'avaient ouvert un peu trop, à juste titre de mon point de vue, mais voilà, ça se faisait pas trop. Et donc ils ont récupéré Tabarly, et qui a amené le bateau jusqu'au bout après, mais voilà. Moi j'étais déjà parti depuis longtemps.
Voilà. Après ça, j'ai fait l'hydroptère quand même. Ouais. Parce que moi, ça me fait marrer. Aujourd'hui, ils sont tous là. Ouais, les bateaux qui volent, c'est génial et tout. C'est nouveau, c'est extraordinaire. C'est une révolution et tout. Je dis, bah ouais, mais putain, ça fait 93, on volait déjà quand on traversait déjà. Alors, on n'avait peut-être pas à 45 nœuds. Il a mis un peu de temps à aller à 55 l'hydroptère, mais voilà, on volait déjà, quoi. C'est en 93. Ouais. Et encore, c'était même pas le premier bateau. Les bateaux qui volent, c'est bien plus vieux que ça. L'autre jour, je faisais une intervention devant un public d'une société française. Et un des thèmes, c'était l'innovation. Et je leur ai montré une photo d'un AC-75, d'American Magic, avec les foils qui se lèvent sur les côtés. Et j'ai dit, bah voilà, tout le monde vous vend ça aujourd'hui comme étant une révolution, un truc totalement innovant, on n'a jamais vu ça et tout. Et je leur ai montré juste après une photo de Monitor. Qu'est-ce que c'est que Monitor, Pierre-Yves? Hein? Tu sais pas? Non. Tu sais pas ce que c'est que Monitor? Si tu montres la photo, je te dirais, mais sinon c'est pas compliqué. Monitor, c'est un bateau qui avait été fait ou sponsorisé par des mecs de l'US Navy, qui était un hydroptère. Qui était un monocoque avec une poutre transverse et des foils en échelle qui pouvaient pivoter. D'accord. Il y avait un foil en T à l'arrière et il y avait des voiles en coton à l'époque, j'imagine. Et ils étaient déjà, ils naviguaient déjà en vol. Et en fait, tu regardes les deux bateaux, tu dis, ils ont juste changé la façon de faire pivoter les foils, mais le principe, il était déjà là. Donc en fait, ce qu'on vous vend comme de l'innovation, c'est que de la communication, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui croient que c'est Tabarly qui a inventé l'hydroptère. C'est pas lui qui l'a inventé, il l'a promu avec raison. Et on le voit aujourd'hui, tout le monde en est convaincu. Maintenant, tout le monde veut voler. Mais quand on a fait l'hydroptère, tout le monde prenait Alain pour un fou. Je pense qu'on pourrait passer beaucoup de temps le personnage. Mais il n'empêche qu'il avait beaucoup de mérite. Faut pas. Alors, il faut qu'on avance un petit peu, parce que le chrono tourne, on décolle au milieu des années 90, donc on a encore 15 ans à faire. Donc, 93, après 94, donc 94 jusqu'à 98, j'ai fait du Figaro. C'est là que je rencontre TBS, qui se finit par une deuxième victoire en 98. Et là, du coup, la multiple est installée depuis longtemps, l'école figariste, la réputation est vraiment maintenant installée. Alors attention, Finistère Course au Large, ce n'est pas une école, c'est un centre d'entraînement, monsieur. C'est pas. Tout à fait, non, mais je parle de débutant s'abstenir. Non, je parle de l'école figariste en général. Oui. L'emprise que va avoir les figaristes, et qui va se traduire en fait par le premier Vendée Globe, où on va comprendre que on peut naviguer autour du monde avec une intensité différente de celle qu'on faisait jusque-là. Mais ma question est plutôt, est-ce que déjà le figarisme dont je parle souvent dans cette émission, est-ce que le figarisme et les valeurs qui vont avec, ce côté le côté l'exigence absolue, le fait de peu dormir, d'être au taquet, surtout d'être précis, d'être vraiment à fond tout le temps, ce qui fait l'essence même du truc. Ouais. Est-ce qu'on est déjà en plein dedans? Est-ce que c'est des souvenirs que tu as de cette époque-là? On est déjà on est déjà dans cette démarche-là. Et là, je reviens à un personnage clé qui est Christian. Et si tu veux, toutes les premières années du centre d'entraînement, on a essayé plein de trucs. Et tous les hivers, à la fin de chaque saison, on disait, c'est bon, on a presque tout gagné. Qu'est-ce qu'on va faire cet hiver? Comment on va rebondir? Et Christian, il nous sortait de son chapeau un nouveau truc. Et du coup, on a fait plein de trucs géniaux. Il y a eu aussi des trucs pas bien du tout, mais d'une certaine façon on s'est aussi construit comme ça tous, parce que tu te construis en fait autant dans ce qui marche que dans les échecs, sauf si t'es résolument pessimiste et que tu ne retiens que la partie échec d'un échec. Mais moi je suis résolument pragmatique, donc un échec ça se retourne et puis tu vas en tirer des bonnes choses. Et en fait, on est dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, un jeune va apprendre en 2 ans ce que nous, on a mis 8-10 ans à apprendre. Mais par contre, lui, il a un produit qui est déjà presque fini, abouti. Il devient, d'une certaine façon, consommateur. C'est ce qu'on essaie de garder comme esprit du centre d'entraînement. On n'est pas là que pour prendre, on est aussi là pour donner. Et les jeunes, ils se disent, mais qu'est-ce que je peux donner? Moi, j'y connais rien, je viens juste d'arriver. Si, tu vas donner autre chose, tu vas donner de l'énergie, de la fougue, de la fraîcheur, de la fraîcheur. Un regard nouveau.
Et puis tu vas te battre avec tes armes, et puis tu vas effectivement pouvoir donner, parce que c'est le jeu, mais aussi prendre, parce qu'il y a plein de choses là qui sont assez exceptionnelles. Et ouais, c'est clair qu'on était déjà dans la professionnalisation du métier, dans la rigueur. Est-ce qu'il y avait cette domination psychologique déjà pour moi, la domination, elle a commencé dès le début ici. Dès le début. Même si, effectivement, la première année, 90, il y en a 3 qui nous chatouillent un peu et qui maîtrisent le sujet. L'année d'après, il y a Yves Parlier, mais assez rapidement, il y aura Quito de Pavon, j'ai fait Quito de Pavon. Il y a quand même, alors qui a 40 ans arrive et bouscule l'ordre établi, quand même. Ouais, mais si tu regardes, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que au-delà de toute cette professionnalisation, de toute cette rigueur, de toutes ces méthodes, de tous ces savoirs qu'on accumule petit à petit et cette expérience enrichie au fur et à mesure des années, tu te rends compte assez rapidement que si tu analyses l'ensemble des vainqueurs sur quasiment depuis peut-être pas depuis le début, mais au moins depuis le Figaro monotype, depuis 90. C'est à l'époque que je connais. Avant, je regardais ça de très loin. Tu te rends compte que celui qui va gagner, ça, c'est pas forcément le meilleur. C'est juste celui qui a le plus faim que les autres. Et moi qui ai fait, sur les 13 Figaro que j'ai fait, j'en ai fait quelques-uns où je faisais les saisons complètes, mais j'en ai fait beaucoup où je venais juste pour faire la solitaire. Moi, c'était génial. Moi, je m'amusais à faire ça. T'arrives au premier briefing du centre d'entraînement à Port-Laf, t'en as une quinzaine à peu près tous les ans. Ils seront, grosso modo, dans les 20-25 du Figaro. C'est sûr. Ils vont peut-être pas faire tout le podium, mais ils vont en faire une bonne partie, puis ils seront tous là, quoi. Et ils sont tous super bons. Ils ont tous. Et au premier briefing de la première étape du Figaro, on se retrouve tous en salle pour le topo météo, alors que ce soit avec Jean-Hubert Bernot ou avec d'autres. Et puis là, au bout de 5 minutes, tu sais déjà qui va gagner le Figaro. Ah oui. Bah ouais, parce que t'en as 3 qui sont au premier rang qui posent des questions, et t'en as 5 qui sont au bout de la salle à regarder leur téléphone. Et tu sais tout de suite. C'est visuel, quoi. Alors qu'ils sont tous très bons, ils pourraient tous gagner. L'année prochaine, on vient avec toi au premier briefing et tu nous dis. Non, t'auras même pas besoin de venir avec moi. T'auras juste à regarder. Et si tu regardes, par exemple, pour revenir à Quito, il gagne pas l'année où il a un sponsor, où tout est tranquille. Il gagne l'année où il est le couteau sous la gorge, parce que s'il rebondit pas, il a rien. Tu regardes Armel quand il gagne son deuxième Figaro, c'est parce que Britter s'arrête et qu'il faut rebondir. Et t'en as plein comme ça. Moi, quand je gagne mon premier, juste avant d'aller faire le Figaro, je sors de 2 ans d'Elf Aquitaine un peu le cul dans le beurre quand même, parce que en plus moi j'avais la chance, je pouvais aussi naviguer sur le trimaran en même temps, ce qui m'a permis de faire la transat en double avec Jean, d'accumuler énormément d'expérience aussi en multi, en même temps que je faisais du Figaro, que je faisais toute la saison. L'année d'après, je suis allé faire le Tour de France à la voile avec l'école navale en tant que civil. Pour le coup, parce qu'il fallait aussi bouffer, quoi. Et en 90, quand tu gagnes ton deuxième. Et le sponsor de Patrice Coupchou, que j'ai revu d'ailleurs à Nantes au mois de juin, là, au départ du Figaro cette année, me rembourse les voiles. À mi-chemin du Figaro, à l'escale de Pornichet, il me donne un chèque, il me dit tiens, tu pourras payer tes factures. J'avais pas de contrat, je savais pas du tout où j'allais, il me prêtait le bateau, puis c'était tout. En 92 ou en 98? En 92. En 92. 92. Et en 98, t'es dans cette situation-là aussi quand tu gagnes une deuxième fois? Non, 98. Alors là, là pour le coup, c'est un schéma un peu différent. Il se trouve que Pierre Folenfant, coureur sous les couleurs de TBS, historique, représentant de commerce, multi-chaussée à son nom chez TBS, arrête de faire la solitaire du Figaro et d'ailleurs a été à un moment directeur de course et me appelle un jour et puis dit tiens voilà, j'ai un sponsor, j'ai un bateau, est-ce que ça t'intéresse? Comment vous dire, je vais réfléchir un peu, je reviendrai la semaine prochaine. Je vais voir si je suis disponible. Voilà, et il me dit tu vas voir, c'est des gens super, c'est très simple et ça va bien se passer. Et donc on démarre comme ça. Et donc je rencontre Joseph Poirier qui était à l'époque directeur général de TBS, Technisynthèse,
Et puis ça s'est fait une poignée de main. Je sais même pas si on a signé un contrat. Et le lendemain de l'arrivée du Figaro, il me passait un coup de fil. Ouais, Michel, super, ça s'est bien passé et tout. Est-ce que ça t'intéresse de recommencer? Je dis oui, bien sûr. Et on a fait ça pendant 4 ans. Et en fait, quand je gagne en 98, là pour le coup, je rebondis sur les erreurs de trajectoire. Non, c'était pas une erreur de trajectoire parce que ça a plu aussi, et puis c'était pas inintéressant, mais il se trouve qu'en 97, au centre d'entraînement, on fait venir un préparateur mental. Ça faisait partie des trucs qui étaient à la mode, qui le sont toujours de venir de temps en temps, et pourquoi pas, ça plaît à des gens, why not. Et le préparateur mental nous fait remplir un questionnaire de, 70 questions, c'est un questionnaire, je crois que c'est russe à l'origine, et t'as 70 questions, et tu comprends pas très bien où ça va t'emmener, tu vois. Tu as des questions, ça paraît anodin, mais il se trouve qu'il faut que tu répondes à une échelle de valeur. Je sais plus exactement comment c'était. Et le gars revient quelques semaines plus tard avec tous ces questionnaires dépouillés. Et en fait, c'est graphique et c'est des patates qui représentent la motivation, alors je me souviens plus de tous les trucs, mais l'estime de soi, tu vois, c'est un peu des trucs, c'est pas ésotérique, mais pour moi ça l'est un peu. Ouais. Et il se trouve qu'il nous montre, à l'époque c'était des slides, c'était pas encore des diapos, au rétroprojecteur, et il nous montre les profils de chacun, mais de façon anonyme. Et tu vois les trucs, et tu dis, ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça c'est un tel. On était, on était une douzaine dans la salle. Ouais. Et donc, avec moi, et pourtant j'avais déjà, c'est en 97, donc j'avais déjà fait pas mal de choses, j'avais déjà gagné des courses, et il est vachement surpris avec moi parce qu'il se retrouve avec un profil qui est pas du tout celui d'un compétiteur, alors que c'est déjà quelqu'un qui a gagné des trucs. Et du coup, au lieu que ce soit lui qui soit là pour nous apporter des choses, il m'a dit, je suis vachement intéressé avec toi parce que j'ai jamais vu un profil comme ça et j'aimerais comprendre comment tu fais, comment tu fonctionnes. Et 97 a été ma pire saison. Pas tant en résultat quoique, mais surtout parce qu'en fait je prenais plus de plaisir à naviguer parce que dès que je partais faire quelque chose, je me demandais j'essayais d'analyser comment je fonctionnais. Je m'essayais de m'auto-décortiquer, ce qui est quasiment, moi je sais pas faire quoi. Et je prenais même plus de plaisir à naviguer. J'avais des fiches qu'il fallait remplir, il fallait tout un tas de trucs très très scolaires qui est pas du tout ma tasse de thé, loin de là. Et je me souviens qu'à la fin de la saison, j'ai pris tous ces bazars et j'ai tout mis dans une poubelle. Je crois que je sais plus où c'était, mais je crois que c'était au Havre. Et la dernière épreuve de la saison, j'ai ouvert le couvercle d'un conteneur poubelle et j'ai tout balancé dedans. Ce qui s'appelle en psychologie tuer le père. Une French in the text. Et en 98, quand je rattaque la saison, donc j'ai eu le temps d'écluser ça. Et là, je me retrouve dans un état quasiment un état de grâce, où avant le départ de chaque régate, de chaque manche, je sais dire à mon état, à ma sensation, si je vais gagner ou si je vais pas gagner. C'est même pas je vais bien naviguer ou je vais faire dans les choux, c'est je gagne ou je gagne pas. Et cette année-là, je gagne 4 épreuves sur 5, je gagne 2 étapes du Figaro, je gagne quasiment une manche sur 2 sur l'ensemble de la saison. Et où tout se déroule, c'est-à-dire que je peux rater ce que beaucoup de figuristes te racontent souvent, en fait, cet état de grâce-là, une sorte de flow et que j'ai réussi à renouveler un petit peu après de temps en temps aussi. Mais et après ça, tu te dis qu'est-ce que je peux faire de plus quoi. Et c'est là où je me dis là, soit je reste faire du Figaro et j'en ferai toute ma vie et je ferai 25 solitaires du Figaro d'affilée, soit j'essaie de passer à la vitesse supérieure. J'ai déjà fait du multi beaucoup et j'adorais ça comme équipier. J'ai pas encore fait d'IMOCA. Et à l'époque, je veux faire du multi. Et il se trouve que sur le circuit Figaro, Voilà, on va laisser Michel Lesjoyaux aux réflexions sur son avenir au lendemain de sa deuxième victoire dans la solitaire du Figaro en 1998. Et on va se retrouver dans 15 jours pour la suite de cet épisode exceptionnel d'Into the Wind. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast, en bien ou en mal. Et si c'est en bien, partagez-le et donnez-nous 5 étoiles sur iTunes, c'est important pour le référencement. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à Tip & Shaft, la newsletter des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Ça se passe sur tipandshaft.com, tipandshaft.com. Merci, à bientôt.